direct, qui nous reverrons en différé sur la plateforme Facebook depuis le site internet de la ville. Pour la deuxième fois, je suis très heureux d'avoir ce conseil municipal qui est traduit, retranscrit en langue des signes, avec la même société que la dernière fois. Et puis je voudrais donc vous annoncer que le secrétaire de séance sera Monsieur Charles Giron, que Madame Simone Bonoron a donné procuration à Monsieur Garrigue, que Monsieur Delgado a donné procuration à Monsieur Larose, que Madame Armitage a donné procuration à Monsieur Bimboire, mais que je ne vois pas. Monsieur Bardin a donné procuration à Monsieur Martilly, Madame de Marco à Madame Ramy, et Madame Desguers a donné procuration à Madame Sallet. Avant d'aborder les éléments de l'ordre du jour, je voudrais bien évidemment, vous l'avez bien sûr appris comme moi, avec beaucoup de tristesse, le décès de notre ancienne collègue, et puis surtout notre amie, Solange Rossi. Elle nous a quittés il y a 8 jours, avec la discrétion qui l'a caractérisée, Solange. Je voudrais bien évidemment qu'on ait une pensée émue pour Claude, pour toute sa famille, à ses proches, et puis d'une façon générale pour toutes les personnes très nombreuses pour qui elle comptait. On vous a fait passer l'information, mais la cérémonie de ces obsèques se tiendra demain matin. Bien sûr que, compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup de personnes auraient été là en temps normal, mais qu'on ne pourra pas tous être présents puisque la crise sanitaire n'est pas propice au rassemblement. Nous avons souhaité lui rendre hommage au sein de ce conseil municipal, au sein duquel elle a siégé pendant de nombreuses années, s'arrêtant en 2020. Alors elle était bien sûr à nos côtés, elle s'occupait beaucoup d'animation au sein du conseil municipal. Ça a été une militante infatigable et une bénévole au sens brut et noble du terme au sein des comités de quartier, de la vie associative, et d'une façon générale, elle a contribué au rayonnement de la proximité à Talence, cet attachement très particulier pour lequel on trouve à Talence une relation peut-être qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Elle avait un comité de quartier très cher à son cœur, très précieux, c'est le cas de le dire, c'est bien évidemment le bijou. Elle s'était beaucoup occupée aussi aux côtés de son mari, de tout ce qui a trait aux anciens combattants. Aujourd'hui, sa gentillesse, c'est difficile, hein, sa gentillesse, voilà, comment ne pas aimer Solange Rossi? Je pense qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Ce sont ces êtres rares. Voilà, elle était finalement notre tristesse rappelle comment sa place était importante à Talence. On honorera bien évidemment sa mémoire, mais il me paraissait important aujourd'hui qu'on respecte un temps de silence. Bien sûr, chacune et chacun d'entre vous, vous avez un souvenir, des souvenirs, avec Solange, qui ne s'arrêtait jamais de danser. Solange avait une ressource énergétique inépuisable, bien avant tous les éléments du développement durable. Solange était la première à arriver, la dernière à partir, quelle que soit l'heure, celle qui rangeait les bouteilles, celle qui rangeait la salle, celle qui réconfortait, celle qui, avec son sourire et avec son chapeau multicolore, toujours un petit peu changé, faisait vous faire oublier les éléments difficiles de la vie ou tout simplement vous rappeler qu'avec un peu de sourire, quelques pas de Begin dont elle avait le secret et quelques chants, eh bien, la vie est souvent un peu plus légère. Elle n'aura pas tenu sa promesse de nous faire des gaufres, mais elle a fait l'équivalent de la production bretonne de crêpes tout au long de sa carrière, donc elle en sera bien évidemment très largement excusée. Solange, c'est un sourire, un de plus, qui s'en va. Il ne faudra bien évidemment pas l'oublier, dans toute sa simplicité, dans toute sa sincérité. Et puis, il s'agira d'être là, bien évidemment, pour ses proches. Je voudrais aussi avoir une pensée très particulière pour tout le personnel qui l'a accompagné, et puis pour tous les anonymes qui sont aux côtés de Solange, de Claude, depuis de très nombreuses semaines, pour l'aider, pour être là.
Et voilà, ce sont ces anonymes qu'il faut qu'un deuil ou une préparation au deuil n'en est pas moins tragique, mais en est peut-être un peu moins lourd au quotidien. Il faudra être là, bien évidemment, aujourd'hui et demain. Je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Évidemment, la ville sera là demain et aura fait déposer une gerbe en votre nom à tous. Je voudrais également, avant d'attaquer l'ordre du jour, vous faire un tout petit point d'information sur la situation sanitaire. Vous savez qu'elle évolue très très rapidement, même si jamais la Gironde est un peu plus préservée que d'autres départements et la Nouvelle-Aquitaine d'une façon générale, même si jamais une réalité n'est pas forcément celle de la semaine après. Je voudrais vous dire évidemment, bien sûr, que la campagne de vaccination a commencé, notamment avec l'établissement de Bagatelle, qui est sur notre territoire et qui vaccine très régulièrement, et que la ville, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire, a mis en œuvre un certain nombre de moyens d'accompagnement, notamment des seniors, pour prendre rendez-vous sur les plateformes informatiques, pour accompagner individuellement, lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer d'une façon générale, répondre à toutes les questions qui peuvent être posées. Je voudrais vraiment avoir un remerciement très particulier, une nouvelle fois, pour nos agents municipaux, pour nos agents du CCS, qui, par exemple, dans le cadre de celles et ceux qui prennent rendez-vous ou qui accompagnent, n'appartiennent pas forcément au service du CCS, par exemple, mais d'autres services, comme le service des sports, qui, fermés, mettent à disposition des bras pour aider. Je voudrais vous dire également que, compte tenu de variants qui, vous le savez, ont une contagiosité relativement plus importante que la souche de base, qu'un certain nombre de nos services municipaux sont impactés. C'est le cas actuellement du Dôme, qui sera fermé jusqu'au 8 mars, pour l'instant lundi. Donc, bien évidemment, on respecte scrupuleusement les consignes. Et que nous avons appris vendredi que nos médiathèques seraient perturbées et que la médiathèque de Thouars sera fermée jusqu'au 6 mars inclus, donc rouvrir le 8 en même temps que le Dôme, et que la médiathèque Gérard Castagnera sera fermée les samedis, mais que, puisqu'il y a des équipes à qui on a demandé de rester chez eux pour être cas contact, en raison d'un cas contact, et que les horaires seront adaptés du 2 au 5 mars et que la médiathèque Castagnera sera ouverte de 14h à 17h30. Donc on ne ferme pas Gérard Castagnera, mais on adapte les horaires d'ouverture. Pas d'éléments, vous savez que ça fait l'objet d'une réunion quasi hebdomadaire entre les différents maires de la métropole et la préfecture et l'ARS, ainsi que les éléments avec le DAZEN. Je voudrais vous informer, même s'il n'y a pas de caractère légal à cela. Aujourd'hui, 50 millions de masques sont utilisés en France et donc occasionnent une pollution non négligeable avec malheureusement l'apparition du masque dans l'espace public, pas à l'endroit où il faudrait. Partant de ce constat qui est simple et qu'on partage d'autres villes, j'ai souhaité que l'on engage Talence dans le recyclage des masques jetables, sur une filière bien évidemment qui il y a un an n'existait pas, en tout cas pour les particuliers, puisque bien évidemment il y avait des choses qui existaient pour les établissements notamment sanitaires. Donc le masque jetable, donc, que ce soit chirurgicaux ou en tissu. Et de vous dire qu'avec une société Plaxtil, c'est une musique d'attente, voilà. Avec la société Plaxtil, qui est une société qui travaille avec d'autres villes, et ça sera une première à Bordeaux Métropole,
quasiment en Gironde, il y a une autre ville qui est intéressée en même temps que nous. On va expérimenter pendant 10 semaines l'implantation de bornes en carton de recyclage, enfin de collecte de ces masques. L'idée, c'est vraiment de faire une expérimentation sur 10 semaines, expérimentation qui pourra être étendue sur la métropole, pourquoi pas qui serait pilotée après par la métropole. L'idée, c'est évidemment de nous montrer une nouvelle fois que Talence est à la pointe en termes de volontarisme et de capacité d'innovation sur les sujets environnementaux. Comment ça marche? Les Talencaises et les Talençais vont déposer leurs masques donc, dans les bornes qui vont être réparties dans la ville, devant nos services publics, mais on a aussi sollicité un certain nombre d'acteurs, notamment les pharmacies, de manière à être présents un petit peu partout en ville. Comme c'est vocation d'un élément vertueux, de recyclage, mais aussi de création d'emplois, nous allons, l'entreprise et nous, passer un accord avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour la récolte. Donc cette ESS qui va être chargée de la récolte de ces masques. Ces masques seront ensuite envoyés après une quarantaine de 4 jours, même si 2 sont recommandés par l'ARS, traités par UV avec une efficacité à 100%, donc par la société Plaque-Steel, pour être totalement décontaminés, et que la matière qui est produite, comme ça, peut être recyclée, et que il n'y a pas beaucoup de moules, on va dire, qui existent encore, parce qu'encore une fois, ce sont des secteurs qui sont tout neufs, et bien que la matière ainsi générée par cette opération de recyclage sera transformée en règles, en équerres et en rapporteurs, qui seront ensuite donnés gratuitement par la ville à toutes celles et tous ceux qui en ont la nécessité. Donc je vous l'ai dit, une opération qui sera vertueuse, circulaire, écologique, solidaire, avec un montant relativement peu important. On est aux alentours de un peu plus de 10 000 € pour l'opération. Vraiment, c'est une opération qui va être limitée dans le temps. Et puis, on a contacté dans tout un tas de partenaires, l'université, les collèges, les lycées, les pharmacies, les halles, etc. etc. L'opération devrait débuter à la mi-mars. Avec les différents canaux, on aura l'occasion de faire un communiqué de presse. Je voulais vous en informer en premier, de manière à ce qu'on vous puissiez le savoir avant toute autre personne. Voilà ce que je voulais vous donner en termes d'informations, en étant très fier d'être la première ville et de la métropole et quasiment de Gironde à être fer de lance sur ce projet-là. Ça a déjà fait ses preuves dans d'autres villes, à Meudon par exemple, ou dans d'autres, et ça a fait l'objet, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et encore une fois, j'insiste sur le caractère solidaire de l'opération, puisque c'est un ESS qui viendra nous aider. Eh bien, je crois qu'en termes d'information, nous en avons terminé. Monsieur le secrétaire, la parole est à vous. Rapporteur, monsieur le maire, décision municipale, information du conseil. Ces décisions appellent à des questions de votre part? Je ne vois pas de questions. Madame Kellier, vous n'aviez pas de questions sur les décisions municipales? Non. Alors, on passe au deuxième. Rapporteur, monsieur le maire, réhabilitation sur le groupe scolaire Paul Lapie, marché de maîtrise d'œuvre, avenant numéro 2, fixant définitivement le coût de la réalisation des travaux. Alors, vous le savez, je vais revenir un petit peu sur l'historique, puisqu'il y a aussi de très nombreux élus. D'abord, par décision du municipal du 10 juillet 2007, on a confié donc à un groupement conjoint donc d'EMIS et de la Cibio Ingénierie, donc un groupement conjoint donc, pour cette réhabilitation, donc notamment de programmistes, que le 19 mars 2018, donc les membres du conseil municipal avaient approuvé les modalités relatives au lancement d'une procédure concurrentielle, avec une enveloppe provisionnelle affectée aux travaux d'environ 3 500 000 € de TTC, que nous avons augmenté par la suite avec différentes plus-values, notamment par rapport aux études de sol qui ont été conduites, puisque vous savez qu'un des bâtiments va être étendu. Nous avons monté le montant total de l'opération aux alentours de 5,5 millions. On est bien loin en fait de l'idée de départ qui était de le rendre le bâtiment performant d'un point de vue environnemental et accessible. On a décidé d'aller beaucoup plus loin et donc de rénover complètement l'ensemble du groupe scolaire et de réfléchir à l'ensemble des usages. Et j'aurais vraiment aussi salué tout le travail qui a été mené par les services, par les parents d'élèves et par le corps enseignant de l'API maternelle comme l'API élémentaire pour arriver à un très beau projet qui va bien plus loin que ce que l'on avait mais qui, je crois, est vertueux. Au bilan, nous devrions arriver sur une enveloppe de 6 millions d'euros, je vous le disais, par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est de fixer ensemble le montant de cet avenant. Les travaux ont commencé.
Et donc, j'ai bon espoir que ça soit terminé pour la rentrée 2022. Hors taxe, oui, mais c'est surtout un chantier sur lequel la sécurité se primera. Donc évidemment, on va beaucoup moins vite sur un site occupé. Donc il y a un certain nombre de bâtiments modulaires qui ont été exposés, les travaux ont commencé. Et donc, on devrait avoir terminé pour la rentrée 2022. Voilà, c'est une délibération essentiellement technique, mais je voulais vous en retracer l'historique. Madame Ramy, vous avez la parole. Oui, alors on va voter pour, bien sûr, cette délibération pour la réhabilitation du groupe solaire. Toutefois, on s'est fait une réflexion au vu des différents marchés qui sont passés et on remarque que suite à des défauts d'éléments structurels, certaines opérations voient le prix augmenter ou voient le projet abandonné tels que le CCV, ou des projets qui sont doublés en prix. Le CCV, on l'a laissé tomber. On est bien d'accord. Et là, on double un petit peu le prix. Donc la question de fond, elle est plutôt sur la gestion des marchés publics, sur comment arriver à un meilleur diagnostic en amont pour poser le marché public. Et on se disait qu'on est prêt, nous aussi, groupe Talence en Transition, à pouvoir participer à l'établissement d'un cahier des charges, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour essayer de lister l'ensemble des éléments à identifier pour poser un marché public le plus cohérent possible, pas oublier un ensemble de points, d'autant plus qu'il y a la réhabilitation de l'école du groupe scolaire Albert Camus qui va commencer. Donc c'était cette réflexion-là qu'on se faisait. Alors d'abord, il me semble me souvenir que l'ensemble du groupe de travail, ainsi que pour la CAO, l'ensemble des groupes d'opposition ont été associés depuis le début de... Donc je ne pense pas nécessaire qu'il s'agisse de rajouter un énième groupe de travail. Donc vous avez été associés, d'ailleurs sans aucune notion de répartition d'opposition, puisque vous êtes en général plus représentés. Je pense qu'il y a quand même deux sujets différents. Dans le cadre de l'ECCV, il y a un certain nombre de choses qui ont abouti au fait que l'on ait à abandonner le projet. C'est une décision que je vous avais expliquée, que j'ai prise en conscience, en constatant qu'il y avait un certain nombre de choses qui empêcheraient la réalisation durable. C'est pas qu'on était en incapacité, c'est juste qu'on était parti pour un temps tellement long, éventuellement de recours, d'éléments, de structures, qu'il valait mieux repartir sur un projet différent, sur lequel on aura l'occasion notamment d'échanger. Sur le cas de Paul Lapie, c'est très différent. Vous savez très bien, ma chère collègue, d'abord qu'on respecte très scrupuleusement les marchés publics, et que quand on est sur un diagnostic de départ, il y a deux choses qui ont concouru au fait que ça a augmenté. Ce n'est pas une question de compétence ou une question de mauvaise appréciation du besoin. On est parti sur un premier élément, et je vous invite vous étiez membre du conseil municipal en 2017, on était vraiment parti sur un projet de départ qui était une remise aux normes du groupe scolaire, c'est-à-dire on changeait, et qui était limité qu'à la maternelle. On a décidé, parce que la programmiste nous a incollé, parce qu'on a échangé, d'aller plus loin. Donc évidemment, quand on commande tout un groupe scolaire, au lieu d'en faire la moitié, forcément le prix va avec. Deuxième chose, comme on a été beaucoup plus ambitieux, on va construire plus. Quand vous construisez, vous faites des études de sol, au bout d'un moment, qui vous révèlent que la solidité des bâtiments que vous auriez pu supposer telles ne sont pas tout à fait celles que vous aviez estimées. Ce n'est pas une question d'incompétence, juste que vous découvrez des choses au fur et à mesure avec l'équipe d'architectes qui font que vous avancez dans le projet et que vous trouvez des choses qui ne sont pas de notre ressort, juste que ça coûte plus cher que ce qui était prévu. Donc, je ne crois pas vraiment que ce soit une question de compétence, juste que malheureusement, et j'observe c'est malheureusement comme ça dans toutes les autres villes, que ce n'est pas une question d'établissement du besoin, c'est juste une question que parfois certains projets prennent un peu plus de temps, prennent un peu plus d'argent aussi. Mais dans le cas de Paul Lapie, la dérive, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, en tout cas l'augmentation, elle vient essentiellement du fait que le projet que l'on avait imaginé au départ et celui qu'on va réaliser n'est pas du tout le même. Entre rénover une maternelle et mettre en conformité et rénover tout un groupe scolaire, évidemment, ça ne coûte pas tout à fait la même chose. Monsieur Bardin. Vous venez de dire. Pardon, excusez-moi. Juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Le programme a été changé après l'attribution du marché, si je comprends bien. C'est ce que vous venez de dire. On a signé un marché à 2,8 millions, on est maintenant à 5,5 millions. On a doublé, on a quasiment,
D'accord, j'exagère. On a quasiment doublé le montant des marchés. Hein. Ce doublement, c'est une modification de programme, et auquel cas, il fallait relancer le marché. On ne peut pas, dans le cas du marché public, s'il y a une modification substantielle du programme, on annule le marché, on en relance un, ce qui n'a pas été le cas. Donc si vous l'avez monté à ce prix-là, c'est bien parce que le diagnostic au départ n'était pas bien posé et que le projet a dû subir, je ne sais pas quels aléas, pour arriver à doubler. Mais c'est pas, le programme n'a pas changé depuis l'attribution de maîtrise d'œuvre, ou alors il y a un problème de marché public. Toujours pas, mais M. Gestin va vous répondre. Non, il y a un élément qui manque dans ce qui a été expliqué, c'est qu'on a également eu à un moment un diagnostic qui a été posé et des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et là, il y a une plus-value réelle d'1 million. Mais dès que vous enlevez cette plus-value réelle d'1 million, on n'est plus en augmentation substantielle du marché. Et à un moment, tant que vous n'ouvrez pas un certain nombre de murs et autres, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Sur le bâtiment donc, qui a été construit, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. D'où la pertinence de la réflexion qu'a fait Isabelle auparavant. Donnons-nous les moyens d'établir des diagnostics avant de lancer le marché. Monsieur Délu. Oui, monsieur le maire, chers collègues, en fait, ce que dit Isabelle Ramy n'est que le constat de ce que nous avons subi à plusieurs reprises. Pour les plus anciens du conseil municipal, ça n'est pas la première fois que, à l'occasion d'une réhabilitation plus ou moins lourde d'un bâtiment municipal, nous découvrons, au fur et à mesure des travaux et des surprises structurelles qui avancent, des choses dont nous ignorions l'existence, et je dis collectivement en tant que municipalité, bien entendu. On peut penser à Jean-Bouin, par exemple, où on n'avait même pas les plans, ou en tout cas, ils n'étaient pas du tout conformes à ce qui avait été construit. Donc, il y a quand même, à mon avis, la prise en compte nécessaire du fait que le patrimoine talancé est particulièrement ancien. Il n'est pas quand même de toute première jeunesse, que nous n'avons pas effectivement la totalité des plans, des structures de nos bâtiments. Donc peut-être y aurait-il une nécessité, parce que là encore, bon, vous nous dites ça a évolué, bon, on reste dans le cadre des marchés publics, mettons, puisque vous nous le dites, donc on va vous croire. On reste dans le cadre des marchés publics, mais néanmoins, on en arrive à doubler le prix, même en étant plus ambitieux sur la nature des constructions, etc., et avec toutes les surprises qu'on découvre, comme dit François, en cassant les murs. Bon. Moi, je pense que c'est une réflexion d'ailleurs que nous avons déjà eue il y a plusieurs années. Il serait peut-être nécessaire pour les prochains bâtiments qui sont sur la liste des réhabilitations de peut-être faire des sondages structurels. Alors après, je ne suis pas technicien, vous m'excuserez si je n'utilise pas le bon terme, Monsieur Bardin, mais de faire des sondages et des méthodes d'évaluation qui nous permettent d'éviter quand même des dérapages de plusieurs millions d'euros. Et c'est ça notre préoccupation, c'est d'arriver à un objectif évidemment qualitatif pour nos bâtiments, mais en étant à peu près sûr de la maîtrise des finances publiques. Monsieur Gestin. Alors, si je reprends, au départ, on était effectivement sur un programme qui était nettement moins important. À un moment, quand on a décidé d'y aller, on s'est dit qu'on se donnerait plus de moyens pour y aller. Ensuite, il y a eu la question des diagnostics qui a pu poser des questions. Vous m'accorderez, je crois, que casser des murs dans une école qui est occupée, ce n'est pas tout à fait aussi facile que quand on rénove un bâtiment qui est vide. Donc, il y a toujours une notion de surprise. Mais je vous rassure, il n'y a pas vous que ça agace. Nous aussi, ça nous agace quand on prend une prévision et qu'elle augmente au fur et à mesure. Je vous rappelle également que sur la question du patrimoine, nous avons augmenté, alors j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'était en 2019 ou en 2018, on avait augmenté de plus de 200 000 euros pour que l'entretien et la maintenance des bâtiments puissent se faire, puisqu'on était sur un budget d'1,5 million sur cette thématique-là et qu'on l'avait passé à 1,7 million. Donc je partage en partie ce que vous dites. Peut-être que le point, et ce sera comme d'habitude, le point de divergence sera dans la notion du curseur que l'on met, mais je partage l'esprit de vos propos, c'est ce que nous sommes en train de faire également. Nous avons une nouvelle équipe qui s'occupe de l'ensemble de nos bâtiments sur les questions de maintenance, d'accompagnement. En l'occurrence, sur
le marché en question, quand on enlève les éléments de diagnostic et qu'on regarde entre l'APD et le PRO ce qui s'est passé, les estimations sont tombées quasiment au montant qui était prévu au moment de l'APD. Donc voilà, j'entends ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier que si la commande évolue, forcément les prix dans les prospectives évoluent. Pour conclure, je voudrais... je ne vais donc pas conclure. Monsieur le sénateur, attendez, le micro va vous arriver. Merci. Oui, non pas conclure définitivement sur le sujet parce qu'il y a une partie des éléments qui ne dépendent pas de nous, et je m'explique. J'ai connu effectivement, M. Deluy l'a rappelé, des opérations qui avaient été dépassées en termes de coûts. J'ai siégé à une époque à la région, à la commission d'appel d'offres, et j'ai vu là aussi des lycées se réaliser avec des dépassements de 30-40%. Il y a une chose qu'on ne remettra pas en cause ici, mais qui devrait se remettre en cause nationalement, c'est la souplesse extrême des marchés publics qui ressemble à celle du verre. C'est-à-dire que j'ai connu le tramway, 1 milliard d'investissements, où on pouvait rencontrer tous les candidats, les trois, discuter avec l'un, discuter avec l'autre, discuter avec le troisième. On avait une obligation, c'est d'accorder le même temps à chacun, et sans qu'il y ait bien sûr entre nous de lien avec les autres candidats par rapport à ce qu'il y a des premiers. Mais au moins une discussion. Ce que vous feriez, vous, si vous achetez quelque chose. Vous achetez une voiture, vous allez voir les différents constructeurs, vous les poussez dans un retranchement en prix. Malheureux, 1 milliard d'euros pour le tramway, on peut le faire parce qu'il y avait la performance. Vous voulez acheter, construire un lycée, un collège, oh là là, pas du tout. Là, on vous met dans des cadres très souples dans lesquels vous pouvez discuter. Vous avez un nouvel élément, mais vous renégociez. Et voilà. Malheureusement, ça, c'était le rêve. Dans la réalité, vous n'avez pas cette possibilité. Je rappellerai le dernier exemple, c'était la salle de spectacle. Nous avions un superbe projet fait par Michel Pitoulettan, qui nous convenait très bien. Pour malheureusement une erreur, je ne sais plus quel était le problème de l'erreur, on n'a pas pu amener ce projet à bout. Et M. Pitoulettan n'a pas pu être candidat par prudence, parce qu'il avait travaillé sur un projet précédent, et donc on a abouti à 3 candidatures qui personnellement ne m'emballaient pas, mais qui ont été beaucoup plus chères, mais je suis démocrate, j'ai suivi la commission, qui ont été beaucoup plus chères, et finalement on est obligé d'abandonner après parce qu'on a fait des découvertes de sol qui n'existaient pas sur le premier projet. Voilà, je voulais juste rappeler cet élément très fort qui était la simplification des marchés publics. Alors, pour conclure, donc, de vous rappeler que vous serez systématiquement associé à tous les projets. Celui-là, vous y étiez associé, donc je ne me souviens pas qu'on ait eu cette discussion-là avant, mais pourquoi pas, et on a un nouveau mandat, donc nouvelle façon de procéder. Deuxième chose, vous nous faites confiance. Je rappelle que toutes les décisions de cette commission d'appel d'offres avec l'opposition ont fait l'objet d'une unanimité. Donc, toujours un peu gêné par vous. Je rappelle que c'est nous, on gère la ville, hein, indépendamment de sensibilité. On n'est pas encore sur des dérapages de prix tels qu'on peut en constater sur des grands équipements. Je note que la SNCF et la région, par exemple, pourraient ouvrir une gare. On est sur un élément, pourtant on n'a pas changé, dont le prix n'est pas tout à fait le même que celui qui avait été annoncé officiellement. Et puis, juste pour pondérer un peu, on peut toujours s'arrêter sur les trains qui ne s'arrêtent pas à l'heure, justement, ou qui n'arrivent pas à l'heure en gare. On peut aussi citer tout un tas de projets qui se sont déroulés à Talence, dans un patrimoine exceptionnel. Je ne suis pas forcément d'accord avec votre adjectif vieillissant. C'est un patrimoine qui a été construit et qui a fait l'objet de nombreuses remises à niveau et qui se sont bien déroulées. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Si je pense à Boris Duhaut, si je pense à d'autres sujets. Donc on pourra toujours s'attacher au fait de ça. Tout n'est jamais parfait. Je prends l'exemple de l'école Georges Lasserre aujourd'hui, où tout n'est peut-être pas parfait, mais dans lequel l'opération s'est plutôt bien déroulée. Donc on pourra toujours s'attacher à tout ce qui ne va pas. Moi, je peux référer toujours aussi à me dire, sans candeur particulière, qu'il y a aussi des opérations qui se déroulent bien. Il ne sera pas fait interdiction de rester dans l'enveloppe. La bonne nouvelle que l'on a eue, et vous étiez là, mon cher collègue Arnaud, récemment, c'est que le coût qu'on avait estimé final pour la piscine est un coût qui a été respecté. Comme quoi, dans certaines opérations éminemment techniques et pour lesquelles les surprises, à mon avis, commencer une fois qu'on aura commencé les travaux, en tout cas, sur l'enveloppe de départ, qui est quand même le point de départ, on est plutôt bon. Et se tromper sur 20 millions d'euros, c'est pas tout à fait la même chose que sur 2. Donc voilà. Et je pense qu'on peut aussi regarder le verre à moitié, ou plutôt à 95% rempli pour ce qui s'agit de Talence. Donc les votes, j'ai compris que vous alliez voter pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Rapporteur, monsieur le maire, point numéro 3, avis du conseil municipal, projet de pacte de gouvernance. Oui, alors, de vous rappeler
deux, trois choses sur ce pacte de gouvernance. D'abord que ce pacte de gouvernance est issu d'une loi. Une loi donc qui date du 27 décembre 2019, dans lequel les intercommunalités, la possibilité, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, les intercommunalités peuvent adopter un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public. Les deux, donc on doit l'adopter dans un délai qui est de 9 mois à compter du renouvellement général du Conseil métropolitain. Que ce pacte a été présenté lors d'une délibération donc, du 25 septembre, que l'élaboration du pacte a été validée en Conseil de Bordeaux Métropole le 25 septembre 2020. Ce pacte, ou en tout cas l'esprit du pacte, a fait l'objet de très nombreuses réunions qui ont été menées avec l'ensemble des groupes politiques, de la majorité comme de la minorité ou de l'opposition, c'est selon. Et qu'un certain nombre de demandes qui avaient été pour autant exprimées dans le cadre de ces très nombreuses réunions n'ont pas été satisfaites. Il y en a trois principales. La première d'entre elles, c'est que, quel que soit le document, il est toujours beaucoup plus facile d'adosser un mode opératoire. C'est l'objet de pactes de gouvernance sur un projet ou sur un élément de projet. Or, il n'y a pas d'élément qui soit annexé à cela. La deuxième chose, c'est ce qui avait été longuement dit, c'est de rappeler que si nous faisons métropole ensemble, en tout cas, c'est tel l'esprit d'un établissement public de coopération intercommunale, que la voix des maires et de leurs conseils municipaux devait prévaloir, ce qui a toujours été le cas depuis plusieurs dizaines d'années. Je ne crois pas qu'on puisse être honteux de ce qui a été fait par la CUB et par Bordeaux Métropole jusqu'en 2020, que la voix des villes sur un projet considéré doit être prééminente sur une volonté métropolitaine, eu égard au fait que les conseils et les conseillers municipaux notamment sont élus au suffrage universel direct. Et puis dernier point, qui est tout sauf un point de détail, ce projet acte de la suppression d'un conseil de métropole sur 2. Suppression qui a fait l'objet de critiques, y compris dans la majorité. J'ai vu quelques élus communistes, par exemple, voter ou ne pas être d'accord, je vois des sourires, ne pas être d'accord avec cette disposition-là. Alors, dans le cadre du prochain Conseil de Bordeaux Métropole, nous allons commencer le jeudi midi, ou jeudi 14h, pour le terminer le vendredi à une date à déterminer. Donc on va passer sur 1 jour et demi. L'idée n'est pas le fait de dire que c'est contre parce que c'est une majorité et qu'on ne pense pas pareil, loin de là. Il y a beaucoup de décisions, comme ici d'ailleurs, qui se prennent à l'unanimité, c'est heureux. L'idée, c'est surtout le fait de dire que, avec un conseil métropolitain sur 2, le risque et l'embouteillage des règlements, la machine métropolitaine est une très lourde machine, et qu'on a parfois besoin d'une temporalité beaucoup plus immédiate que 2 mois. Et les derniers votes que nous avons eus en Conseil de Bordeaux Métropole, notamment sur le pacte de relance, illustrent cette nécessité. Deuxième chose, qu'à l'époque où on parle beaucoup du débat démocratique, avoir des conseils d'1 jour et demi, ou les étaler sur plusieurs fois, ou en tout cas les espacer entre eux, et peut-être pas forcément la bonne réponse. Et puis surtout, un élément, j'allais dire, purement pragmatique, c'est que la métropole a toujours fonctionné comme ça. D'autres métropoles sont à un autre rythme. Des métropoles ont conservé le rythme mensuel. Je rappelle que ce rythme identique a été conservé pour le bureau, qui est une instance beaucoup plus politique aujourd'hui. Et donc c'est un peu dommage de conserver un rythme identique pour le bureau et de ne pas conserver le même sur le Conseil de Bordeaux Métropole. Donc c'est la raison, pour toutes ces raisons-là, alors qu'il y a des choses positives
avoir dans ce pacte de gouvernance, encore une fois, qui est une possibilité, qui n'est pas une obligation, et ça je veux vraiment le saluer, et c'est quelque chose qui pourrait être important à saluer. Il ne faut pas dire que tout est mal, loin de là. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai, comme beaucoup, quelle que soit leur sensibilité, un vote défavorable sur ce pacte de gouvernance. Mettez-vous d'accord. Pardon, vous n'allez pas vous parler? Ah, vous allez beaucoup parler. Très bien. Je ne sais pas si on va beaucoup parler. Enfin, toujours est-il que je suis très surprise donc, de ce que vous venez d'expliquer. On sent qu'il y a un peu de rancœur. Donc, c'est mon sentiment. Par contre, je n'ai pas très bien compris quels étaient vos 3 arguments pour nous proposer pour ne pas voter ce pacte de gouvernance. Vous avez parlé d'abord de, premier argument, pas d'éléments annexés. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez des éléments annexés qui auraient été nécessaires donc d'avoir dans ce document? Pouvez-vous le préciser? Ensuite, vous avez avancé le fait, deuxième argument, que ce n'est pas satisfaisant parce que si c'est une métropole ensemble, il fallait qu'il y ait les voix de maire et les voix des villes qui soient représentées et doivent prévaloir. Moi, je vois dans le document qu'il y a justement une conférence des maires. Troisième, donc peut-être que ça n'existe pas, je n'ai pas très bien compris. Et puis alors là, vraiment, votre troisième argument, c'est qu'il fallait vraiment racler loin pour le trouver, pour dire quand même que ce qui vous gêne dans ce pacte métropolitain, c'est qu'on ne se réunit pas assez. Quand j'ai vu le nombre d'instances métropolitaines qui se réunissent, conseil métropolitain, conseil des maires, commission métropolitaine ordinaire, etc., conférence territoriale, enfin, je vois qu'il y a énormément de réunions. D'ailleurs, je m'interrogeais, ça fait beaucoup de réunions, beaucoup d'instances. Je pense que vous auriez peut-être pu en parler. Toujours est-il que vos 3 arguments n'arrivent pas à me convaincre de ne pas voter ce pacte de gouvernance. Et si vous pouviez préciser et développer, ça serait très intéressant. Peut-être que vous arriverez à me convaincre avec des arguments autres que ceux que vous avez présentés. Madame Ramy. Oui, alors effectivement, je ne partage pas tout à fait votre avis, et vous vous en doutiez. Alors, ce qu'a dit Monique, effectivement, je voulais le reprendre. Je ne comprends pas ce que c'est, moi non plus, les documents que vous vouliez voir annexés. Donc, premier point. Ensuite, il me semble quand même que cette organisation métropolitaine, elle est conforme à ce qui avait été annoncé lors des élections. La cogestion, ça avait été clair, il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Par contre, l'organisation a été, je trouve, relativement bien faite, puisque la parole est équilibrée au niveau de chaque commune et chaque maire. La conférence des maires a été prévue dès le début, elle était prévue tous les 2 mois. À la demande de vous-même, enfin de vous-même, des maires, des collectivités, cette conférence des maires, elle est passée de façon hebdomadaire. Pour rappel, sur d'autres métropoles, la convention des maires, elle peut être 2 fois par an ou 1 fois par trimestre. Donc 1 fois par mois, c'est quand même... je trouve que c'est respectueux de l'ensemble des collectivités de la métropole. Deuxième point, le fait de repousser à 2 mois les conseils métropolitains. Alors franchement, moi aussi, je me suis posé la question, mais quand je vois le travail qu'il y a en amont de ces conseils métropolitains, que ce soit les réunions de bureau, que ce soit les commissions, on crée... Alors les commissions, normalement, doivent suivre les conseils métropolitains. Or, les commissions, moi j'en suis 2, que ce soit les infrastructures ou les mobilités, il y a des commissions blanches qui sont informatives. Donc si je prends l'exemple des transports, il y a eu une commission blanche où le schéma des mobilités a été présenté. Donc on a quand même énormément d'informations qui permettent de préparer ces conseils métropolitains. Alors effectivement, on arrive à un entonnoir où le prochain conseil métropolitain va durer un petit peu, j'en suis consciente, mais toutes les décisions sont discutées
avec l'ensemble des communes. La parole est équilibrée. Vous avez des réunions de groupe avec le président, vous avez des présidences de commission, vous avez une conférence des maires par mois, tout est discuté avec vous. Donc, en termes de démocratie, moi, j'ai rien à reprocher là-dessus. Je trouve que c'est un progrès, et en plus, il y a tout ce qui est... Alors, je vais parler avec ce que je vis, moi, à la métropole. Je ne vis pas la totalité de ce qui se passe. Vous l'avez dit, c'est une lourde machine. Quand on prépare un sujet, on fait aussi des ateliers où les associations, où les citoyens sont présents. En termes de plan vélo et de plan marche, j'ai fait 10 ateliers avec les citoyens. Donc, on intègre un ensemble d'éléments et de réflexions qui est pluriel, qui est supra et qui est infracommunal. Donc moi, je trouve ça assez intéressant, et sans vous étonner, moi, je suis favorable. Il ne vous est pas fait interdiction de m'étonner. Madame Iriart, et après, je vais passer la parole à Monsieur Casabonne, et après Monsieur Bimbourg. Puis Madame Kellier. Merci, monsieur le maire. Je viens de comprendre pourquoi je ne suis pas progressiste, parce que je n'ai pas la même vision du progrès, manifestement, que nos collègues d'Europe Écologie Les Verts. Alors, moi, j'ai siégé à la métropole. Ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas une grande fan de l'intercommunalité et de la métropole et de son mode de fonctionnement, y compris précédemment. J'ai lu avec attention ce document qui nous était présenté à délibération, et j'avoue que j'ai été hallucinée par ce qui est proposé, et je suis très étonnée des prises de parole que je viens d'entendre. Si je résume mon ressenti en tant que, encore une fois, élue qui de toute façon n'est pas une fan de la métropolisation et qui se félicite de ce qu'on ait si peu mutualisé par le passé, vu l'évolution que c'est en train de prendre. Je lis de la centralisation, puis comme il faut être plus proche, en proximité, on déconcentre, mais déconcentrer et décentraliser, ça n'a jamais été la même chose. Déconcentrer, c'est une démarche administrative, c'est une démarche de l'administration. Décentraliser, c'est une démarche politique, c'est une démarche démocratique. Et ça fait une grande différence, et c'est ce que je lis dans ce document. Quand j'entends Monique, effectivement, il y a énormément, c'est une merveilleuse usine à gaz qui est montée là. Hein. Donc il y a énormément de groupes, de trucs, de commissions, de tout ce qu'on voudra. Comme usine à gaz, c'est merveilleux. Et effectivement, moi j'ai du mal à comprendre parfois. Je lis que le bureau est une instance de débat. Donc si le bureau est une instance de débat, ça veut dire que cette institution ou ce niveau de discussion, qui est une instance de débat, a pourtant exclu les maires, dont vous dites par ailleurs qu'ils sont participants, écoutés, entendus à égalité les uns avec les autres. Ils sont à égalité, mais ils sont exclus de l'instance de débat qui est dans le document. C'est ce qui est écrit dans le document, j'ai rien inventé. Hein. Bon. Après, je lis que la conférence des maires donne un avis. Mais nulle part, je ne vois la différence entre la valeur relative d'un avis donné par la conférence des maires et du relevé de conclusion qui est issu des débats conduits pendant les bureaux. Moi, il y a une seule instance de démocratie que je connais, c'est l'Assemblée délibérante qui est repoussée tous les 2 mois. Parce que la seule chose qui a une valeur dans les collectivités, ce n'est pas les groupes de travail, ce n'est pas les discussions, ce n'est pas les réunions informatives. Ah, ça, pour informer, on informe. Il n'y a qu'à voir la masse de délibération qui est présentée régulièrement, et y compris par le passé. On passait 4 heures, 5 heures en réunion de conseil de métropole, on n'en pouvait plus. J'imagine comment ça va se passer dans la façon dont ça va être organisé aujourd'hui. Donc la seule chose qui vaut dans une collectivité, qu'elle soit municipale, intercommunale, départementale, régionale et tout ce que vous voudrez, la seule chose qui vaut, c'est la délibération. Ce qui a une valeur, c'est ce qui fait délibération. Donc ça veut dire que c'est ce qui est discuté en conseil de métropole qui a une valeur.
et qui porte la seule valeur démocratique et qui porte la seule valeur qui, après, est traduite sur le terrain dans des actions mises en œuvre par les services, par les fonctionnaires, etc., les pôles territoriaux et tout ce que vous voudrez. Donc ça veut dire quand même que pour qu'une décision d'aménagement soit prise, quel qu'il soit, et quelle que soit la commune, ça n'a aucune importance. On n'est pas en train de discuter Talence contre Lormont ou contre je ne sais qui. Ce n'est pas le problème. Ce qui fait qu'il va y avoir une réalité qui va suivre sur le terrain en termes de mise en œuvre d'une décision politique prise dans une assemblée délibérante qui en aura débattu. Ça va se passer tous les 2 mois parce que les conseils sont écartés de tous les 2 mois. Si vous appelez ça le progrès, moi je trouve que c'est un recul majeur. Et je dirais que ce document, pour moi, il correspond à la démocratie qui le cède à la bureaucratie. Alors, en ce qui me concerne, je suivrai la proposition de Monsieur le maire. Peut-être que ça ne vous étonnera pas parce que je suis dans sa majorité, mais c'est aussi pour les raisons que je viens de vous exposer à l'instant. Merci. Merci, Madame Myriart. Monsieur le sénateur, Monsieur Alain Casabonne. Merci. Oui, j'ai écouté les intervenants et j'ai revu pendant ces propos un peu l'historique de ce qui s'est passé à la communauté urbaine puis à la métropole. J'ai bien entendu Mme Ramy et Mme de Marco dire on parle dans cette commission, les commissions de suivi, les commissions de projet, les commissions de contrôle, les commissions, il y a des commissions, il y en a. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que déjà M. Feltès avait été un champion de la création de commissions au sein de la métropole, de la métropole. Pardon. Et ça diluait tellement la réflexion que les commissions officielles en titre se demandaient finalement à quoi elles servaient, puisqu'il y avait à côté ces 3 ou 4 ou 5 commissions qui n'avaient pas d'existence autrefois. Alors ça parle beaucoup, vous avez raison. Et quand vous avez dit ça, vous avez assimilé ça à la démocratie. Monsieur Souvenu, vous n'étiez pas là, vous étiez trop jeune, vous. En 68, on voyait partout sur les murs fleurir cette phrase toute simple. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Alors évidemment, si vous prenez cette expérience pour être de la démocratie, on cause à la métropole, on cause beaucoup. Mais la seule, et ma collègue vient de dire, le seul organe délibérant, c'est le conseil de métropole. Le bureau, c'est l'exécution des décisions du bureau. Alors, dans la mesure où il y aura de moins en moins de réunions du Conseil, de plus en plus de réunions pour discuter sans aucune décision, ça, c'est en réalité un élément contre la véritable démocratie. Parce que la seule démocratie qui aurait pu exister, étant donné que nos villes, ce ne sont que des délégations de compétences, sur des compétences qu'on ne peut pas assumer seules, à moins d'arriver, je sais que c'est votre intention, arriver un jour à ce que l'élection soit faite au suffrage universel, qu'il n'y ait qu'une majorité et une opposition, ce qui effacera le rôle des maires. Pardon, monsieur le maire, vous allez être dissous. Et dissous, c'est pas cher. Donc, attention à ça. Et donc, si on veut rester dans la démocratie, il fallait conserver cette valeur des maires, des décisions les concernant pour leurs compétences, celles qu'ils peuvent assumer, et dans les délégations qui étaient faites, garder cet affreux esprit de cogestion qui a quand même longtemps fonctionné. Donc, si vous avez fait ce choix de supprimer la cogestion, évidemment, vous pouvez créer autant de commissions pour discuter. Ça remet en cause le principe fondamental de démocratie dans une intercommunauté. Et c'est pour ça, monsieur le maire le savait, que moi aussi, je vote honnêtement, dès demain, peut-être même dès ce soir, contre ce projet. Merci. Monsieur Bimbois. Monsieur le maire, chers collègues, je suis arrivé en retard, je viens d'hospitaliser ma fille, mais je tenais à être absolument présent par rapport au pacte de gouvernance. Bien évidemment, monsieur le sénateur, comme d'autres, chers collègues, eh bien oui, je vous rappellerai au moins une chose essentielle. Vous avez été battu aux élections. Eh oui, ça ne vous plaît pas, je comprends que vous ayez la défaite amère, mais ceci étant, madame, eh oui, chers collègues, eh oui, d'accord, eh bien c'est le résultat des citoyens. Vous avez perdu la ville de Bordeaux et pour ce faire, vous avez aussi perdu la gouvernance de la métropole. Pas de souci, on verra aux prochaines élections. Ceci étant, on est là pour parler du pacte de gouvernance. Moi, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, citoyens, citoyennes de Talence, à aller sur le site de la métropole et regarder ce document. Et vous verrez que la démocratie s'applique. J'ai entendu, monsieur le maire, parler des communistes, effectivement. Je vote pour avec une réserve.
comme l'ont fait mon groupe au Conseil et comme le feront les élus au niveau des mairies. Ceci étant, je vote pour, cher monsieur, parce que j'estime que la démocratie, elle s'applique dans le document. Et je trouve vraiment dommageable les propos que j'ai entendus ici de certains par rapport à la démocratie. Regardez le texte, elle s'applique. Et madame, que vous soyez d'accord ou pas, chers collègues, il y a ce que vous faisiez avec la cogestion, certains l'appréciaient, certains s'en servaient, il y avait de l'entre-soi et d'autres la combattaient. Voilà, ça c'est la réalité. Alors, la cogestion n'existe plus, il y a une nouvelle direction au niveau de la métropole, il y a des nouvelles orientations, plus écologiques, plus sociales, avec du contrôle, pour éviter effectivement certaines spéculations immobilières. Et bien ça, je trouve que c'est positif. Monsieur Voilà. Bambois. Monsieur Bambois. Donc, je tenais quand même, monsieur, à lui dire, avec un peu de véhémence, parce que j'ai trouvé les propos ici quand même très particuliers. Oui, mais ça ne vous empêche pas de ne pas les prononcer avec beaucoup de véhémence. Vous pouvez vous exprimer calmement et ne pas invectiver vos collègues. Madame... J'invective pas, monsieur le maire. Écoutez, vous êtes responsable de propos, mais en tout cas, j'ai mes oreilles qui ont sifflé. Madame Kelly, vous avez la parole. On peut parler sans s'énerver et ne pas être d'accord. C'est ça la démocratie. Et s'écouter surtout. Je serai assez courte, c'est juste pour justifier mon vote et j'ai apprécié ce que je viens d'entendre parce qu'effectivement j'invite aussi toutes les citoyennes et les citoyens à lire ce texte. Moi je l'ai lu en tant que citoyenne, bon, je connais un peu le contexte politique, mais enfin je n'avais pas de parti pris sur ce sujet. Et en lisant ce texte, je trouve que ça décrit bien le fonctionnement proposé en tout cas pour Bordeaux Métropole, que ça me semble à la fois clair, précis, équilibré, que toutes les parties prenantes ont une place, y compris les citoyens. Et ça, je veux le souligner. Il y a quand même une page qui est consacrée à ce sujet. Et donc, moi, je vais voter favorablement par rapport à ce projet, parce que je ne vois rien à y redire. Je n'y vois pas du tout d'entorse à la démocratie, mais je respecte vos positions. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que les citoyennes et les citoyens que je rencontre, la population, elle a surtout envie que tout le monde, tous les élus, mettent de la bonne volonté pour que fonctionne Bordeaux Métropole, parce qu'ils subissent trop souvent cette rivalité dans les discours, quand ils posent des questions sur ce qui ne va pas, quand ils soulèvent un problème, un dysfonctionnement, quand ils sont toujours renvoyés quand c'est au niveau municipal à Bordeaux Métropole et inversement, je dois le reconnaître. Et donc ce serait bien que cesse cette rivalité et que tout le monde y mette du sien pour que ça fonctionne bien. C'est un niveau territorial qui existe. On ne va pas résister sans arrêt à ce fonctionnement et à cette réalité. Donc je vote pour. Très bien. Monsieur Charlie Giron. Sur le pacte de gouvernance, la politique, c'est un système d'idées, c'est un projet, c'est une vision, c'est une organisation de choses à faire. C'est pas simplement une méthode ou une recette de cuisine qui va nous dire qu'on va se voir tous les 2 mois, que les maires vont pouvoir se rencontrer et discuter. C'est une vision partagée, c'est quelque chose qui se délibère. C'est un peu comme si on proposait un projet municipal en établissant juste la liste des commissions qu'on allait créer. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le fait pas. C'est une méthode et donc c'est des idées. Aujourd'hui, dans cette délib, on a extrait les idées pour justement ne laisser que la méthode, alors que fin d'année dernière, le président Diani avait déclaré que, évidemment, le projet devait être soumis à la délibération des conseils municipaux et du conseil métropolitain. Dont acte. Et alors, on peut avancer, reculer, et puis comme ça ne jamais progresser. C'est peut-être le choix que vous faites, mais ce n'est pas le mien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est fort dommage parce qu'aujourd'hui, la population ne souhaite pas juste une valse à 2 temps, mais pouvoir se projeter pour la métropole, pouvoir savoir ce que va devenir le R métropolitain, les grandes installations sportives, les grands projets de développement de l'économie sociale et solidaire, et pas seulement une évanescence de discours qui pourrait être mise en cause à tout instant, mais quelque chose qui puisse être gravé dans le marbre par une décision des conseils municipaux et des conseils métropolitains. Aujourd'hui, il n'en est rien, et c'est fort dommage. Et puis, tout d'un coup, aujourd'hui, coup de tonnerre, le président Diani décide finalement en juin de présenter le pacte de gouvernance avec ses 2 faces, les idées et la méthode. Mais alors que s'est-il passé? Moi, je n'ai pas la réponse, peut-être que vous l'aurez, mais aujourd'hui, finalement, le pacte de gouvernance
qui va nous amener à nous prononcer est incomplet et déjà caduc. Et déjà caduc puisqu'en juin, les conseillers métropolitains, à la fin de ce tour de piste des villes de la métropole, auront à se décider sur quelque chose qui n'aura pas été présenté dans les conseils municipaux. À la limite, j'en suis fort aise et ça nous permettra... lisez la presse. Aujourd'hui, le président Ziani a déclaré des choses. C'est tout à fait d'actualité. C'est tout à fait d'actualité, c'est d'aujourd'hui. Et donc, c'est important de se dire que ce pacte de gouvernance qu'on va voter aujourd'hui est aujourd'hui déjà caduc. Voter pour aujourd'hui ne voudra pas dire que vous pourrez savoir pourquoi vous allez voter en juin. Moi, aujourd'hui, je vote contre votre méthode, et je vote contre parce que le texte qui est ressorti de votre méthode est déjà à moitié amputé de quelque chose qui aurait pu être quelque chose d'intéressant. Mais aujourd'hui, bon, c'est un flop. Monsieur Delu. Alors effectivement, Monsieur Giron, vous avez raison. Méthodes et idées. Je sais, merci. Vision, oui, ça, j'en doute pas. Vision partagée, et c'est d'ailleurs pour ça que le contrat social est rédigé sous la forme d'une constitution. Donc il faut une forme pour pouvoir partager un fond. Je dois avouer que je suis un peu déçu quand même de ce que j'entends de la part de la majorité municipale, parce que en fait, ce n'est guère que le copier-coller du communiqué de la droite municipale bordelaise. Donc finalement, on n'apprend pas grand-chose sur les critiques. Vous parlez pas de projet annexé. On ne sait toujours pas très bien de quoi vous parlez, puisque le projet, il existe. Que les voies des villes seraient soumises à la volonté métropolitaine. Que je sache, il est marqué noir sur blanc exactement l'inverse dans le document. Et le président Ziani a rappelé à de nombreuses reprises son attachement à la notion de coopération intercommunale. Et enfin, argument suprême, acte de la suppression d'un conseil de métropole sur 2. Alors moi, je vais simplement vous partager mon expérience de conseiller métropolitain pendant 6 ans durant le mandat précédent. Et bien, par rapport à ça, dans ce document, premièrement, je ne vois aucun recul. Deuxièmement, je vais vous dire beaucoup d'intentions d'avancer. Alors après, le diable est dans les détails, je vous l'accorde. Mais en tout cas, les intentions sont là. Et en tout cas, ce qui mène ce document, c'est la volonté d'amélioration. C'est la volonté d'amélioration de l'efficacité de la métropole, et notamment au service des citoyens qui apparaissent pour la première fois carrément dans un document métropolitain, et des mairies et des municipalités qui coopèrent entre elles. Les commissions, quand on reprend simplement, alors on peut se dire oh, c'est du blabla, c'est du structurant, etc. Mais quand on reprend simplement, pour permettre une appropriation des dossiers par les commissaires, je cite, stabiliser les ordres du jour et la diffusion des dossiers suffisamment tôt afin que les conseillers métropolitains puissent mieux travailler les dossiers en amont, de produire rapidement des comptes rendus retraçant les avis exprimés par les commissaires et de formaliser l'avis des commissions de façon homogène. J'ai siégé pendant 6 ans dans au moins deux commissions permanentes, en tout cas. Monsieur Casabonne était avec moi le plus souvent à la commission des finances. Combien de fois n'avons-nous eu l'ordre du jour que la veille? Combien de fois est-ce que nous n'avons pas eu de compte-rendu? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de PV de la commission, ou il arrivait 6 mois après, c'est-à-dire à peu près 4 mois après le vote en séance plénière des dites compte-rendus de commission. Et évidemment, bien entendu, un PV, tout ce qu'il y a de plus formel, qui reprenait exactement mot pour mot, voire parfois au-delà. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des délibérations qui ne correspondaient pas à l'avis de la commission. Hein, Monsieur Casabonne m'en est témoin aussi. Donc, excusez-moi, mais il y avait quand même beaucoup de choses à améliorer. On a aussi des documents structurants, des documents engageants qui n'étaient pas respectés. C'est-à-dire que l'Assemblée métropolitaine votait un document disant on va faire un TCSP jusqu'à je sais pas, Saint-Louis-de-Montferrand, par exemple, ou Parampure, plus exactement. Et puis, pouf, une délibération plus tard, il a disparu au profit d'un autre vers, je ne sais pas, par exemple, Saint-Médard-en-Jalles à l'époque. Voilà. Voilà. Donc, pouf, ça a disparu. Donc voilà. Alors évidemment, c'est très difficile de comparer ça à un fonctionnement municipal vu qu'il n'y a pas de commission à Talence.
Donc il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas d'examen des dossiers qui vont passer en conseil municipal, etc. Donc par rapport à ça, très honnêtement, moi je préfère un conseil mieux préparé tous les 2 mois plutôt qu'un conseil expédié tous les mois. Voilà. Alors l'indigence de l'ordre du jour de ce conseil municipal aurait pu ranger celui-ci dans cette catégorie, mais bon, on préfère heureusement élargir le débat grâce à cette délibération. Donc moi je ne suis pas très étonné de votre position. Bon, vous allez voter contre. Probablement la quasi-totalité des municipalités de droite vont voter contre. Vous êtes sans étiquette Atalante, mais vous êtes toujours bien à droite à la métropole. Voilà. Monsieur Giron. Oui, monsieur Deluge, je remarque que fréquemment, quand je prends la parole, vous me réinterpellez. Mais aujourd'hui, vous me donnez un bon point. Et vous me faites penser à votre coreligionnaire Dominique Strauss-Kahn qui se prenait pour un professeur. Vous nous enseignez aujourd'hui la Constitution. Je vous en remercie. C'est effectivement le lieu, un conseil municipal, pour parler de ce beau texte qui constitue la Constitution. Ceci étant, le texte qu'aujourd'hui vous nous présentez, le pacte de gouvernance, lui arrive pas à la cheville. C'est quelque chose de complètement évaporeux. Je retiens aussi que vous allez voter pour le pacte de gouvernance car vous êtes pour l'efficacité. Mais avec un programme comme ça, on ne s'étonne plus de votre évanescence, on s'étonne de votre déliquescence, monsieur Deluge. Monsieur Casabonne. Oui, juste 2-3 réflexions par rapport à ce que vient de dire Arnaud Deluge. Puisque c'est vrai que nous avons été pendant 6 ans ensemble au sein de la métropole à la commission de finances. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a présenté l'intention est louable, que désormais les dossiers arriveront dans les délais. Je n'ai pas caché que ça fait près de 30 ans que j'entends ça à chaque renouvellement. C'est plus la lourdeur de l'administration et des procédures qui fait que les dossiers arrivent tardivement. Ce n'est pas la volonté de l'exécutif de les mettre de côté. On l'a vécu chaque fois. Et chaque nouveau président disait « Ah oui, c'était insupportable, on n'avait pas les dossiers avant, maintenant on les aura avant ». Et par hasard, ça n'arrivait jamais. Alain Juppé avait eu un jour de colère, il avait dit « Bon, j'en ai marre, je vais programmer un conseil pour tromper l'administration, et en réalité, je le ferai 8 jours après. » Il ne l'a pas fait. Mais ça montrait l'agacement qui était le tien, qui était celui de tous les présidents, de faire en sorte que les dossiers n'arrivaient pas en commission, et surtout commission des finances qui est la plus importante, voilà, parce qu'il y a cette lourdeur de présentation. Alors, soyons optimistes, l'intention est louable, on va faire. C'est l'avenir qui nous départagera. Et j'ai peur que ce soit toujours pareil, que les dossiers arrivent au dernier moment, parce que, pas par une volonté politique, par la lourdeur de la machine. Voilà. Quant aux réalisations, avec cet arbitrage qui aurait été, comme l'a dit M. Benmort, un camp contre l'autre, j'ai vu la salle de spectacle à la Florac, alors que la droite réactionnaire de Bordeaux voulait qu'elle aille au lac. Donc il y a une décision unanime pour la mettre à Florac. J'ai vu la piscine de Mérignac passer de 17 à 30 millions. Dérapage sûrement justifié. Mais en fait, c'était quand même aussi pendant la décision à la présidence d'Alain Juppé. Voilà, donc là, le cogestion événementaire, c'est peut-être à l'entre-soi, mais chaque mairie y retrouvait un peu d'hygiène. Voilà. Donc, mais pour la question de M. Deluge, l'avenir le départagera et on verra bien si les dossiers arriveront à temps en commission des finances. Madame Ramy, et après je vous propose de clore ce débat. Non, je vais faire très court parce que je voudrais répondre à Monsieur Giron pour lui dire que j'ai pas bien compris en fait. J'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire. On n'est pas dans un programme métropolitain. Là. Le programme métropolitain, il se construit et il sera présenté. Si je parle de la révision du schéma des stratégies des mobilités, il sera présenté en juillet. Ça fait partie du programme. Et c'est vraiment, si vous le savez, ça depuis le temps qu'on l'annonce, si vous n'avez pas la date, ça ne va pas. Voilà, même Monique le savait. Alors. Non, vous dire que, voilà. Là ce que je ne comprends pas, c'est programme et méthode. Là, le programme métropolitain, il est porté politiquement, il n'y a pas de surprise. C'est un programme tel qu'il a annoncé, porté par une majorité écologiste de gauche et communiste. Après, par ce pacte de gouvernance, le président a souhaité être le plus transparent possible sur la méthode employée pour les discussions avec les collectivités.
Donc c'est ça que je ne comprends pas. Mais voilà, c'était ça. Et puis j'aimerais bien que vous parlez des documents annexés. Si Oui, mais vous ouais, savez, voilà. je vous laisse parler, mais je vais clôturer. Alors, Monsieur Giron, Oui. et après Monsieur Mampard, uniquement Monsieur Mampard, si vous ne hurlez pas dans le micro, à nouveau. Peut-être pour préciser deux idées. La première, c'est l'analogie avec Dominique Strauss-Kahn. Évidemment, ce n'est pas la partie en robe de chambre, mais plutôt le débat avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il s'était fait passer pour un professeur d'économie. Je préférais préciser, on ne sait jamais. Sur la partie du pacte de gouvernance, il a été annoncé qu'il devait être présenté sur la partie méthode et sur la partie idée, puis il a été annoncé sans ces idées, puis il a été réannoncé avec ces idées. Si vous voulez des explications, il faut aller les chercher auprès du président Ziani, puisque nous attendions les deux faces. Aujourd'hui, on n'en parle que d'une, et en juin, les conseillers métropolitains étudieront à nouveau ces deux parties. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, puisque ce qui nous est parvenu en conseil municipal, pour l'instant, c'est un document qui est déjà amputé de la moitié de sa partie. Monsieur Bimboire, pour finir. Attendez, Monsieur Bimboire, attendez le micro. Ah, vous l'avez, pardon. Voilà. Je ne suis pas habitué à ce niveau, c'est pour ça. Allez-y. Je Monsieur Bimboire. voulais juste effectivement préciser, on peut comprendre, chers collègues, que vous ne soyez pas d'accord, puis l'avenir nous donnera certainement raison. C'est d'ailleurs pour ça que la gauche métropolitaine gère la métropole. En ce qui concerne le parti qui est le mien, je suis de Talence en transition, je vote pour. Et si je précise pourquoi je mets une réserve, parce qu'effectivement, mon groupe regrette le fait que les conseils soient tous les 2 mois et non pas tous les mois. Alors, pour conclure, puisque personne ne souhaite prendre la parole, d'abord on va souhaiter que votre fille aille mieux, parce que c'est le plus important que... Là-dessus, moi je voudrais qu'on se félicite. Je trouve toujours intéressant sur un sujet qu'on ait un débat politique. Aujourd'hui, je trouve très intéressant sur un texte, encore une fois, qu'on ait ce débat sur quels sont les rapports que l'on doit avoir avec la métropole, quelles sont la place des villes, comment on doit le faire, etc. Peut-être que certaines choses sont un peu parfois de la soupe interne, que la plupart des personnes peut-être se sentent très loin. Je suis aussi relativement d'accord avec une partie de vos propos tout à l'heure. Je trouve que pendant un long moment, il a été souvent plus facile pour les villes de dire quand ça n'allait pas que c'était la faute de la métropole. Et à l'inverse, je suis toujours surpris depuis plus de 3 ans, dès que quelque chose ne fonctionne pas, qu'on vienne me dire que c'est la métropole qui vient de nous dire c'est la faute de la ville. Je pense que avec ce qui s'est passé avec la création de Bordeaux Métropole, il y a une certaine maturité de la structure à avoir au cours des années à venir. Je fais partie de ceux qui pensent que ce qu'a fait la Cube ne doit surtout pas être résumé à un système de cogestion que dont la plupart des gens se fichent. Mais il y a quand même eu, depuis près de 50 ans, avec tout un tas de présidents, quel que soit leur parti, qui a été accompli et que je trouve assez regrettable de résumer comme un trophée d'une victoire, de résumer ça de la cogestion. Cette métropole, ces 28 villes, cette Cube, a mis en place le plus grand réseau de tramways de France, a lutté contre les inondations, a préservé près de 50% de sa surface pour des surfaces naturelles et a accompli vraiment un tas de prouesses grâce aux élus et bien évidemment aux fonctionnaires métropolitains qui la composent. Vous parliez tout à l'heure de cohérence, madame. Je veux juste vous donner un chiffre. Vous disiez que ça serait bien un jour qu'on soit d'accord, pas d'accord. Le Conseil de Bordeaux Métropole a été installé au mois de juillet. On va considérer qu'à partir du mois de septembre, parce que ce n'était que des délibérations techniques. Les 11 communes, métropoles communes, mais également le groupe Renouveau Bordeaux, a voté contre une décision. C'était la décision de créer des postes d'assistants pour les vice-présidents. Une. Le groupe Vert, qui fait pourtant partie de la majorité, a voté contre une décision. Est-ce que ce n'est pas cohérent? Le groupe communiste a voté contre 50 décisions, qui fait pourtant partie de la majorité. Donc, quand on dit qu'il faudrait être cohérent, il faudrait peut-être surtout reconnaître celles et ceux qui votent pour, contre ou qui s'abstiennent en fonction du projet et pas en fonction de l'appartenance politique de celle ou celui qui le met. Par rapport au document, il ne faut pas confondre. Il y a un projet de mandature et il y a un pacte de gouvernance. Vous avez dit, ma chère collègue, chère Isabelle, il est connu. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
il y a tout un tas de choses qui ont été d'accord écrits postérieurement à l'élection. Dans le cadre du programme municipal sur lequel j'ai compris qu'il fallait peut-être remettre en cause les vainqueurs, mais dans le cadre du programme municipal, pour ce qui est du groupe Talents Ensemble, nous avions une page métropolitaine. Je ne l'ai pas vue dans d'autres programmes sur un certain nombre de choses. Avez-vous parlé de la régie de l'eau? Avez-vous parlé de tout un tas de choses? C'est pas vrai. Et il y a tout un tas de communes qui n'ont pas eu des maires qui se sont présentés, qui leur ont dit tout ce qui s'est passé depuis. Si je prends le cas de la régie de l'eau, un débat vraiment sociétal très important. Ça doit faire partie, et sans aucune connotation politique, d'un débat serein, avec des plus et les moins, les solutions magiques en termes de politique n'étant pas ou n'existant pas, sinon ça ferait longtemps que toutes les agglomérations feraient avec le même modèle. Certaines agglomérations, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, sans étiquette, qu'importe, ont une régie et d'autres n'en ont pas. Ça ne fait pas d'elles des mauvaises métropoles, ça fait juste des gens qui ont décidé. Donc quand vous dites ça a été décidé, c'est vrai, mais c'est postérieur à l'élection municipale. Beaucoup de programmes municipaux n'avaient pas une ligne sur un programme métropolitain. Donc quand vous dites, et c'est pour ça que je vous parle de la prééminence des conseils municipaux, c'est que si demain, un certain nombre de projets sont portés par des équipes en disant si vous nous élisez, voilà ce que l'on va faire. Ce que l'on fait au niveau des villes. On déploie un programme. Vous aviez un programme. Madame Kelly avait un programme. Si vous étiez arrivé au pouvoir, si vous aviez été élu majoritaire, vous auriez mis en œuvre, du moins je le souhaite, ce programme. Cette partie-là, d'un point de vue Conseil de Bordeaux Métropole, n'a pas été le cas dans tout un tas de villes. Et quand je parle de la prééminence des conseils municipaux, ce n'est pas les maires. Et je vous assure, Madame de Marco, il n'y a pas du tout de rancœur. Mais pas du tout. La seule chose, c'est que aujourd'hui, le président Alain Anziani s'est engagé publiquement, la maintes fois réitéré pour l'équilibre des territoires, et je lui fais cette confiance. Vraiment. Mais demain, si le président change, moi, je n'ai pas cette garantie-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas soit réglé les règles du jeu au moment de l'élection, soit que l'on ne fait pas peser aux villes le souhait de voir se faire imposer un projet dont elles ne veulent pas, ce n'est pas les projets des maires, c'est les projets des conseils municipaux. En conseil municipal, le maire représente une voix, comme les 42 autres collègues qui l'instancent. Et puis, vous avez parlé de la conférence des maires. Pour l'instant, et de beaucoup, c'est d'abord une instance qui est obligatoire, je le rappelle, à partir du moment où les maires ne sont pas représentés au bureau. On n'a pas discuté de ces sujets-là. Il y a certains sujets qui commencent à arriver, mais ça fait quasiment un an que les élections se sont passées. Donc, vous dites, le schéma des mobilités aura lieu au mois de juillet. J'ai bien retenu la date, je saurai vous le sortir le cas échéant. Mais le schéma des mobilités, à un moment ou à un autre, moi je souhaite effectivement qu'on ait ce débat-là avec des citoyens, avec des personnes. Mais il n'a pas été question du tout de remise en place du schéma des mobilités pendant la campagne. Ce n'est pas vrai. Si demain on dit, là on ne fait pas le tram, là on fait un BHNS, là ci, là ça, ça dépend d'une décision métropolitaine qui n'aura pas été auparavant soumise à l'onction du suffrage universel. Et moi je crois vraiment à cela. Et puis, toujours cette volonté, mais ça doit être ça la modernité, de vouloir mettre à bas quelque chose. Alors je vous rassure tout de suite, mon cher collègue, vous n'êtes plus conseiller métropolitain. J'ai la chance d'être président de la commission finances. Le budget primitif de la métropole, qui pèse un tout petit peu plus lourd que celle de la ville, doit être présenté en commission vendredi, je ne l'ai pas. Donc vous voyez comme quoi vos incantations pour une amélioration, pour l'instant, malgré cette vague de démocratie, n'a pour l'instant pas donné ses effets, mais on verra les 5 ans qui nous restent à avoir là-dessus. Pourquoi changer ça ? Un système qui fonctionnait depuis plus de 50 ans, qui a produit ces décisions, dans lesquelles on aurait pu revenir sur un certain nombre de choses. Ce n'était pas parfait, hein, mais je viens de vous prouver qu'avec le nouveau système, ça ne l'est toujours pas non plus. Pourquoi ? Moi, j'ai qu'un an de conseiller métropolitain derrière moi, donc je peux vous en parler juste avec ma maigre expérience. Ces conseils tous les 2 mois, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas un conseil municipal indigent. Je crois qu'au moment d'un conseil municipal, on peut poser des questions orales, on peut échanger sur des sujets, on peut tout simplement se rencontrer et échanger ensemble, et que ce rythme, il est capital pour justement conduire de façon démocratique une ville
comme une métropole. Beaucoup de gens, les communistes, je suis au regret de vous dire qu'il y a certains communistes, mon cher collègue, c'était le cas récemment au Bousca, ils sont communistes, à moins que ce ne soit pas la même branche, qui ont voté contre le projet. Certains se sont abstenus et d'autres ont peut-être voté pour. Mais je veux vous le dire, peut-être que vous ne partagez pas forcément les mêmes branches, j'allais dire. Je ne connais pas toute cette ramification. Cet élément de conseil métropolitain de tous les 2 mois va aboutir à ce que l'on voit. J'ai du mal à comprendre un conseil sur 1 jour et demi, 2 mois, plutôt que 2 fois un jour. Je ne comprends pas vraiment le lien. Ce qui est sûr, c'est que le but est honorable, et moi je veux le saluer. Rien n'obligeait à avoir ce pacte, qu'il y a tout un tas de travail qui a été fait au sein de groupes de travail. Alors je note que ici c'est pas bien, à la métropole c'est mieux. La commission c'est bien ici, mais c'est pas bien là-bas. Mais ces groupes de travail, c'est dommage, c'est une œuvre inachevée. On vote contre aujourd'hui. Et si demain, il y a d'autres choses, rien n'empêchera effectivement de revoter. En tout cas, j'aurais juste partagé quelque chose à 100% de ce qu'a dit Mme Myriard tout à l'heure. Il y a une occasion à saisir. Les métropoles doivent redevenir des objets politiques, doivent devenir des objets politiques, pas l'objet de cogestion politique et d'accords entre partis, d'objets politiques, là où la décision du politique est exécutée par des fonctionnaires métropolitains. Aujourd'hui, en face d'en faire une machine à produire, on se dirige, à mon sens, dangereusement sur autre chose. Donc je pense qu'on est d'accord sur les objectifs et on verra la réalisation. Je mets donc au vote. Donc qui est pour? Si je vous ai répondu, Madame de Marco, je veux bien comprendre depuis que vous êtes... Ça fait un moment que vous me dites vous n'avez pas répondu comme ma réponse ne vous va pas, mais je vous ai répondu. Alors, qui vote pour? Ben oui. Mais, Madame de Marco, si un jour vous êtes maire, vous dirigerez un conseil municipal, je vous rappelle juste que si je vous fais voter à main levée, c'est justement par rapport à ça. Et je suis suffisamment grand, je vous en remercie pour ne pas avoir de leçons pour tenir un conseil municipal. Vous êtes bien changé, en tout cas, ce qui est sûr depuis quelques mois. Donc pour 10, les membres, donc 9, pardon, j'avais oublié, 10 c'était avant, 9 membres de l'opposition. Qui est contre? La délibération est rejetée. Je vous remercie. Rapporteur, Monsieur Gestin, adjoint délégué aux propriétés communales, signature d'une convention de servitude de passage de réseau électrique au profit d'Enedis. Oui, nous sommes là dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie. Nous avons besoin d'améliorer la qualité de desserte et d'alimentation des réseaux électriques. Et donc, la société Enedis nous a proposé l'établissement d'une convention de servitude de passage par acte authentique pour régulariser les choses et les rendre conformes. Et tout ça pour la somme importante de 10 sous, comme l'aurait dit un célèbre sénateur présent dans la pièce. C'est déjà pas mal. C'est le montant du loyer. Y a-t-il des observations, des votes? Pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Rémunération poste d'assistant bibliothécaire, section jeunesse à la médiathèque. Oui, bonjour. L'agent fonctionnaire qui occupe le poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques est en disponibilité pour convenance personnelle depuis le mois de février 2020 pour une durée d'1 an. Son remplacement doit faire l'objet d'un recrutement et nous avons donc l'obligation d'ouvrir le poste pour pouvoir recruter la personne qui n'est pas fonctionnaire mais contractuelle. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Rapporteur, Madame Thomas Pitot, renouvellement d'un poste de cuisinier à temps non complet. Oui, on est dans le même dispositif. C'est une absence du titulaire du service des cuisines. Un remplacement avait été recruté en urgence en octobre 2020. Au vu de ses compétences particulières et les compétences exigées pour ce poste et pour les besoins du service, sa rémunération avait été réévaluée en novembre. Et là, nous avons besoin de prolonger son contrat du 1er avril 2021 au 6 juillet 2021, début des vacances scolaires. Y a-t-il des observations? Pas de vote contre, ni d'abstention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Rapporteur Madame Thomas Pitot, création d'un poste de chargé de mission, cellule coordination de projet. Effectivement, une cellule de coordination de projet a été créée conformément au nouvel organigramme de la ville que vous avez pu lire. Ainsi, afin d'assurer plus particulièrement la coordination de différents projets en matière d'urbanisme, nous faisons le choix de recruter un chargé de mission ingénieur contractuel. Et je vous demande donc d'accepter cette création de poste. Monsieur Bardin. Une remarque, on va voter pour, parce que ça va dans le sens des remarques qu'on avait fait sur la DELIB 2, hein, puisque effectivement vous proposez de structurer pour une maîtrise des marchés publics plus performante, et nous serons pour. Moi j'ai une question par rapport à la coordination, la cellule de coordination de projet. Comment va-t-elle s'articuler ou comment va-t-elle travailler avec la commission d'appel d'offres et la commission d'urbanisme? Alors, vous l'avez dans l'organigramme, j'avais vu lors du dernier conseil municipal que vous ne l'aviez pas reçu. En fait, je m'étais bien aperçu que vous l'aviez bien tous reçu. Donc, vous ne l'avez pas dit auprès des services, mais ils l'ont dit. Alors, Madame de Marco, vraiment, encore une fois, je ne sais pas comment ils font au Sénat, mais prendre la parole sans la demander ou sans le micro, c'est toujours un peu compliqué. Mais je vais répondre à votre question, chers collègues. Ce n'est rien à voir avec la partie, le marché public. Les personnes qui vont faire partie de cette cellule, on parle de 3 personnes, environ 3-4 personnes environ. L'idée, c'était face à la masse de projets qui est la nôtre, je vous rappelle qu'on va être entre 80 et 100 millions d'euros, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à la strate de notre ville. L'idée, c'était d'avoir que chacun des services prescripteurs, si je prends l'exemple d'Albert Camus, le service prescripteur va rester le service éducation enfants-jeunesse qui va faire ses demandes en disant on pense qu'il pourrait y avoir tant de classes, etc. etc. Le service des marchés publics va avoir un certain nombre d'éléments à gérer, les finances, etc. L'idée, c'était d'avoir un interlocuteur pour chacun des projets identifiés, capable en fait d'être l'interlocuteur unique pour toute personne, un élu, un service, sur un projet considéré, de manière à changer, c'est le terme, une terminologie relativement classique de chef de projet, pour mener à bien les projets les plus complexes sur un certain nombre de domaines juridiques, techniques, administratifs. Et donc, ce n'est pas du tout les marchés publics seront une des composantes de leur mission, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ça passe par ça, mais ça ne change rien, ni à la commission la commission d'appel d'offres. Je vous rappelle, mon cher collègue, qu'il y a des commissions dans la ville de Talence, peut-être pas celles qui vous plaisent, mais il y en a, commission d'urbanisme et commission là-dessus. Et donc, non, mais quand on dit qu'il n'y a pas de commission, il faut le dire les choses telles qu'elles sont et ne pas dire de bêtises. Mais c'est pas parce qu'elles sont obligatoires qu'elles n'existent pas. Vous avez dit qu'il n'en existait pas. Donc, j'ai rétabli juste une vérité. Ça vous dérange peut-être, mais j'aime bien dire la vérité. Et donc, l'idée, c'est de centraliser ces éléments-là et de conduire techniquement le projet. L'idée aussi, c'est de faire le lien avec d'autres services. Il nous est apparu aussi, par exemple, important que les aspects de maintenance puissent être plus profondément adoptés, puisque quand on va créer des nouveaux projets, l'idée, c'est qu'aussi après, le coût de possession pour la ville soit le plus simple possible. Et donc, on a besoin de ces personnes-là pour nous aider dans cette cellule. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il faut vraiment les sortir de la partie marché public. Les marchés publics, c'est une des composantes, et ça n'enlève ni le service des marchés publics, ni la commission d'appel d'offres. C'est juste un élément de leur mission. Je vous en prie. Oui, j'ai bien compris que ça n'enlevait rien, ce n'était pas le propos de ma question, mais c'est des conversations. Alors, je fais partie de la commission d'appel d'offres vice-présidée par M. Bonin. Mais il y a des discussions qui se passent au sein des commissions, hein, notamment sur le contenu des marchés publics, notamment des cahiers des charges, par exemple. Hein. On pourrait se poser des questions par rapport à une récurrence d'événements qui peut se passer en appel d'offres. Et c'est en ça que je trouve que la commission d'appel d'offres peut être quand même, elle aussi, source de propositions, voire d'améliorations sur l'écriture d'un cahier des charges, sur avoir un regard quand même, parce qu'elle manipule les marchés, tous les marchés qui passent par la ville, et qu'elle a une certaine, elle me semble, expertise. Mais c'est valable aussi pour la commission d'urbanisme. Mais il y a tout un tas il y a également le groupe de travail énergie qui donne ses recommandations pour plein de choses, ou le groupe de travail finance qui donne son avis sur les documents financiers. J'ai envie de vous dire, quand vous parlez de cahier des charges, le cahier des charges, c'est un document technique. La commission d'appel d'offres, elle est là pour juger de l'adéquation d'une candidature, d'une offre par rapport à un besoin. J'ai envie de vous dire que si jamais on arrive au moment de l'appel à candidature et que vous dites
Bien, écoutez, moi, sur ce projet-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le contenu. Et encore une fois, je vous fais crédit qu'on essaie tous de faire en sorte que demain soit meilleur et qu'on essaie de mettre en commun nos compétences et nos sensibilités et nos expertises aussi. Je pense que la commission d'appel d'offres, ce n'est pas celui-là, parce que par définition, c'est trop tard. La commission d'appel d'offres, ce n'est pas une commission de discussion sur le contenu d'un cahier des charges. Ça veut dire, en fait, ce que vous dites, c'est les différents groupes de travail qui ont été régulièrement faits. Je rappelle qu'on a parlé tout à l'heure de CCV, indépendamment de la fin, c'est qu'il y a eu un groupe de travail qui s'est fait à Paul-Lapi. Avant d'arriver au cahier des charges dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu un groupe de travail, il y en a eu plein, dans lequel l'opposition est systématiquement faite, mais pas que des élus. Vous avez aussi, les parents d'élèves ont été mis de manière en fait à faire le besoin. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on soit d'accord sur le contenu du cahier des charges. La commission d'appel d'offres, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Et c'est valable pas qu'à Talence, c'est valable dans toutes les instances. Si on arrive et qu'on dit les candidatures, ça ne nous va pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le cahier des charges, dans un appel à candidature ou un appel d'offres, c'est beaucoup trop tard. Donc ce que vous dites, chers collègues, c'est plutôt au moment de la constitution du cahier des charges, donc du groupe de travail sur un projet considéré qu'il faut faire ces remarques-là. Le commission d'appel d'offres, c'est beaucoup trop tard. On pourra pas, sinon, ça veut dire qu'on remet tout à zéro et qu'on recommence. Non, je suis d'accord avec vous. Quand ça passe devant la commission d'appel d'offres, c'est beaucoup trop tard. Mais la commission, enfin, c'est un discours qu'on a par rapport à une récurrence d'avenants qui peut intervenir sur un marché, si vous voulez. Il se trouve qu'il y a des marchés où il y a souvent des avenants qui reviennent et qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne manquait pas quelque chose en amont pour que... Non, mais c'est ça, c'est le travail d'appel d'offres, il est ça aussi, d'analyser à un moment donné pourquoi il y a une récurrence d'avenants sur tel ou tel projet, et est-ce qu'on ne pouvait pas essayer de prévoir en amont le fait que... J'ai compris. Ouais. La seule chose, c'est que le rôle de la commission d'appel d'offres, c'est de juger des offres, et donc des candidatures. Ce n'est pas de juger du contenu technique qui a été produit. Encore une fois, quand on fait un marché, ou quand on arrive, on ne se dit pas, tiens, comment on va avoir un avenant. Moi, ce que je constate, mon cher collègue, c'est que vous pouvez prendre toutes les villes, quelle que soit leur gouvernance. Malheureusement, des projets sont aujourd'hui, on vit dans un monde quand même qui est juridiquement de plus en plus complexe et dans lequel, en plus, quand on commence certaines choses, M. Gestin, tout à l'heure, vous a pris l'exemple, on n'allait pas démolir une partie de l'école Paul-Lapi pour se demander qu'est-ce qu'il y avait dessous un château qui avait été auparavant un domaine viticole. Bon, la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne le futur, disait un émérite prédécesseur. Donc, l'idée, ce que vous dites, c'est quand on a ces groupes de travail qui sont en fait en préambule. Et je vous rappelle que sur tous les projets qui ont été sur la ville, il y a toujours eu cette constitution du groupe de travail. Après, le groupe de travail émet des recommandations qui sont insérées dans un cahier des charges qui ensuite est regardé au regard d'appel à candidature ou d'appel d'offres. La piscine, on a commencé par une enquête utilisateur, c'était en 2015, cahier des charges 2-3 ans après, et après on a une consultation, vous voyez, qui vient d'arriver aujourd'hui puisqu'on va commencer les travaux d'ici quelques semaines. Donc, pour moi, ce que vous dites, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas dans la commission d'appel d'offres, donc ce n'est pas le rôle, c'est le rôle plutôt des groupes de travail. Et en plus, surtout, les groupes de travail sont beaucoup plus souples en la matière, puisque je rappelle que tous les échanges dans une commission d'appel d'offres sont couverts par la confidentialité, notamment le secret des offres, puisqu'il ne s'agit pas de révéler. Le fait de pouvoir les ouvrir dans un groupe de travail, n'en déplaise, permet aussi d'avoir d'autres personnes. Les parents d'élèves en font partie, par exemple, sur une école. Et je trouve ça beaucoup plus... c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir la totalité du besoin. Madame Grélard-Nélec, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Peut-être pour préciser, j'ai aussi quelques expériences sur la commission d'appel d'offres, puisque cela fait 6 ans que je siège à la commission d'appel d'offres du département de la Gironde. Et Dieu sait si elle doit se prononcer sur un nombre conséquent et varié de dossiers, y compris la construction de collèges, par exemple. La commission d'appel d'offres a toute latitude pour émettre des remarques sur les éléments qui lui sont présentés pour lui permettre de prendre des décisions de manière éclairée et suffisamment importante. Elle peut d'ailleurs décider que les éléments présentés ne lui permettent pas de prendre des décisions ou de considérer, puisque c'est aussi la loi, que lorsqu'un marché dépasse une augmentation ou un supplément, un complément, en tous les cas, de marché dépasse les 15%, elle doit juridiquement et légalement pouvoir justifier de son vote d'acceptation de l'agrandissement de ce marché. Donc, il me semble que dans une municipalité, la commission d'appel d'offres a aussi toute latitude de pouvoir faire des remarques pour pouvoir,
ensuite prendre des décisions ou, en tous les cas, faire en sorte que les services concernés ou les étapes précédentes permettent d'affiner les éléments de décision pour qu'elles puissent décider avec un éclairage suffisant. Oui. Je pense que c'est cela qui est demandé ici. Mais encore une fois, j'ai bien compris. Je suis basque, mais j'arrive à comprendre. Juste vous dire que lorsque vous jugez la commission d'appel d'offres, ce que vous faites au département, ce qui est fait même à la métropole, c'est jugé vis-à-vis de contenu de documents qu'on vous a remis d'entreprise, candidature et appel d'offres. Ce que disait M. Bardin tout à l'heure, c'est sur le contenu et l'adéquation du cahier des charges. Le cahier des charges n'est pas vu dans une commission d'appel d'offres, parce que par définition, quand vous avez une offre, c'est qu'elle répond à un cahier des charges. Ce que disait M. Bardin tout à l'heure, du moins si j'ai bien compris, c'est le fait de dire comment pourrait-on se voir ou échanger sur le contenu de ce que la ville va demander, pas de la réponse de l'entreprise, parce que par définition, l'entreprise elle est libre de répondre ce qu'elle veut. Et donc, ce que je vous indique, et de tout temps à jamais, ça a toujours été fait comme ça, c'est que sur la genèse des grands projets ou des projets peut-être plus techniques, parce que j'ai horreur de considérer un projet au regard de son montant. Il y a des projets très simples, très onéreux, mais qui sont plus simples que d'autres. L'idée, c'est le fait de dire, et comme ça a toujours été le cas ici à Talence, la constitution d'un groupe qui va s'exprimer sur le besoin exprimé par la ville, qui après vivra toute sa vie, parce qu'on le sait, une fois que le document est émis, en commission d'appel d'offres, je vous rappelle quelque chose, contrairement à ce que, pardon, je ne suis pas tout à fait, mais c'est ma matière, une offre, quand on est en procédure formalisée, elle est intangible. Elle ne peut pas être modifiée en appel d'offres. Et donc, c'est trop tard. Ça veut dire que si demain on dit, tiens, on va réaliser le Château des Arts, tiens, par exemple, on va faire un équipement au Château des Arts, il faudra faire un groupe pour dire qu'est-ce qu'on va mettre au Château des Arts, qu'est-ce qu'on va y faire, et c'est là où on va échanger. Et quand la commission d'appel d'offres regardera l'adéquation de la candidature et de l'offre remise, c'est là où on pourra dire est-ce que c'est en adéquation vis-à-vis du besoin, mais c'est trop tard pour juger du besoin. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif. Juste de vous rappeler que pour moi, ce n'est pas la mission de la commission d'appel d'offres, c'est pas prévu pour ça. C'est pas une volonté de pas vous le faire, c'est juste que on est beaucoup plus souple et surtout il faut le faire bien en amont. De toute façon, un projet qui est bien conçu en amont et le plus partagé possible, c'est en général là où on a le moins de surprises. C'est ce qui s'est passé par exemple sur la piscine. Alors, donc vous allez voter pour, mais ça nous a permis pas d'abstention. Je vous remercie. Rapporteur M. Codlefi, adjoint délégué à l'économie, à l'innovation et au développement économique intercommunal. ADI, partenariat avec la ville de Talence, convention pour l'année 2021. Merci, cher collègue. Monsieur le maire, chers collègues, tout est dit dans l'intitulé de la délibération. Je demande l'autorisation de monsieur le maire de signer la convention d'objectifs avec l'ADI pour l'année 2021. À toute fin utile, chers collègues, la ville de Talence travaille depuis 2008 avec l'association l'ADI. L'ADI est installée depuis 2017 sur le quartier de Thouars et son budget pour l'année 2021 n'excédera pas sur objectif 7 300 €. Chers collègues, je demande l'autorisation de monsieur le maire de pouvoir signer la convention d'objectif pour l'année 2021. Merci. Non, c'est monsieur le maire qui demande l'autorisation au conseil municipal, Mathieu. Oui. Oui. Je l'avais compris comme ça. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas? Madame Ludlow, je crois que vous ne voulez pas prendre part au vote, c'est ça? Vous ne prenez pas part au vote. Parfait, donc à l'unanimité, moins. C'est l'unanimité. Eh bien, ce conseil municipal, bien qu'indigent, aura duré plus d'1 heure et demie. Preuve de l'intérêt d'avoir un conseil tous les mois. Je préfère me répéter que me contredire. Moi, je ne vous entends pas, ma chère collègue. Votre masque est toujours vert, mais je ne vous comprends toujours pas. Vous n'êtes pas intelligible, ma chère collègue. Je voudrais vous indiquer que le prochain conseil municipal aura lieu le 29 mars, lundi 29 mars 2021, à un horaire que je vous communiquerai lorsque je l'aurai fixé, mais au plus tôt, je pourrai vous le donner, je vous le donnerai pour vos questions d'agenda, mais tout ça dépendra évidemment de différentes choses que la crise sanitaire pourrait nous surprendre. Je vous souhaite, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis
en direct. Merci beaucoup. Une très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. La séance est levée.